Alors le chantier de Béné, donc c'est un chantier qui va durer 2 mois et demi. Alors donc on aura de l'assainissement, du terrassement et ensuite du revêtement de trottoirs et de voiries. Mais c'est une hypothèse d'étude, c'est sûrement pas encore la réalité, je n'ai pas de confirmation de l'orientation que notre client va nous faire prendre. Les réunions de transfert ne se font que dès lors où on a une notification de marché. Et au travers de ces réunions, effectivement, on les fait, on en parle entre 1 semaine et 15 jours avant la première réunion préparatoire que l'on a avec nos clients en règle générale, de façon à élaborer la stratégie tant économique que sécuritaire du chantier. Pour la mise à disposition des zones de stockage comme de la base vie, c'est en concertation avec le maître d'ouvrage, donc ici la mairie de Béné. Et on leur soumet des zones de stockage de base vie et ceux qui approuvent ou qui... c'est un partenariat, c'est une discussion, c'est en fonction de la typologie du chantier, de l'environnement. On essaie de toujours trouver au mieux la bonne zone et qui va le moins déranger possible les riverains, moins déranger aussi la vie du chantier et que ça soit optimisé au maximum. Comment se passent vos déplacements personnels sur le chantier depuis le dépôt jusqu'ici sur le chantier? Ça se passe que c'est le collègue qui m'emmène sur le chantier avec le fourgon. Et il y a un parking qu'on fait tous les jours pour mettre les véhicules pour ne pas être embêté sur le chantier. Pour les livraisons, le stockage et la gestion des flux, l'organisation du chantier doit assurer la continuité entre la livraison des matériaux et leur mise en œuvre. Pour cela, il est nécessaire de créer des zones de livraison et de stockage des matériaux, des fournitures et des déchets. De même, il est indispensable de définir les flux de circulation, notamment en privilégiant un circuit en sens unique et en marche avant tout au long du chantier. Parallèlement, les cheminements piétons doivent être sécurisés et viabilisés par tous les temps. Alors, on a différentes zones de stockage. On a une zone de stockage de matériaux, donc de tuyaux et fontes proches de la base vie. On a une seconde zone de stockage des granulats avec les engins de chantier, essentiellement la pelle, avec les godets. Et on a des zones de stockage transitoires des granulats pour éviter de trop grands déplacements de la pelle pour le chargement, pour la mise en place du granulat. C'est des zones qui sont évolutives tout au long du chantier, qui sont bien distinctes et bien en retrait du chantier et de la circulation riveraine. Le choix des matériels d'aide aux manutentions et leur adéquation aux travaux à réaliser est intimement lié à l'évaluation préalable de ces manutentions. Ainsi, à l'occasion de la préparation de chantier, une étude logistique doit être réalisée afin de permettre une estimation des poids, des volumes et des quantités des matériaux et fournitures mis en œuvre par les salariés. Cette analyse permet de définir les moyens de manutention tels que les poses bordures, les chariots élévateurs, les pelles à bras déportés, mais également les engins permettant de mécaniser certaines opérations telles que les mini-finisseurs sur les trottoirs. Dix jours avant le début des travaux, l'entreprise envoie une déclaration d'intention de commencer des travaux aux concessionnaires des réseaux qui ont été préalablement identifiés par le maître d'ouvrage. Cette démarche est très importante en termes de prévention puisqu'il s'agit de repérer les réseaux souterrains et aériens et, le cas échéant, de trouver la meilleure solution pour prévenir des risques électriques, d'explosion ou de brûlure.
Lors de l'installation de chantier, il est nécessaire de préparer le chantier pour le personnel et les entreprises extérieures, le rendre viable et accessible à tous dans de bonnes conditions et par tous les temps. Pour cela, il est nécessaire d'élaborer un plan d'installation du chantier, positionnant les accès, les sens de circulation, les cantonnements communs à tous les corps d'État et les zones de stockage. De manière générale, le chantier doit être délimité par une signalisation spécifique afin d'être vu de loin, de jour comme de nuit, et d'empêcher l'accès au public. Cette signalisation doit être mise en place avant tout début de travaux sur la voie publique ou en bordure de chaussée. De même, tous les engins et véhicules présents sur le chantier doivent être particulièrement visibles et reconnaissables. Quant au personnel travaillant sur la voie publique, il doit être équipé de vêtements de signalisation à haute visibilité. Au niveau coactivité, c'est beaucoup plus simple. On arrive à régler, j'allais dire que lorsqu'on fait la coordination du chantier, on essaye de bien coordonner toute la phase réseau au préalable, de façon à éviter au maximum des coordinations, des interférences avec des traitements des travaux de surface et des travaux profonds, de façon à éviter justement ce risque lié aux tranchées principalement. Donc si on planifie bien son chantier dès le départ, je pense que derrière on a beaucoup moins de problèmes et on a beaucoup moins de gêne sur la réalisation. Quelles ont été les informations qui vous ont été données par la mairie pour vous prévenir un petit peu des travaux? Et est-ce que ça vous a permis de vous organiser, vous, à titre personnel, dans votre quotidien? Alors, premièrement, on a eu un premier courrier nous donnant les dates des travaux. Ensuite, on a eu une réunion avec les riverains nous expliquant les travaux, quels sont un peu les inconvénients avec les aboutissants, si on peut passer ou pas passer, que ça serait barré certainement. Ensuite, le fait que ça soit barré, moi je trouve ça très bien. Il faisait attention à ce qu'on passe à un endroit sécurisé pour les enfants, ça a été mon cas. Comme nous venons de le voir, l'organisation d'un chantier doit être pensée en tenant compte de l'environnement, des différents corps d'État intervenants et de l'ensemble des tâches à réaliser. Cette réflexion doit inclure toutes les activités, y compris celles généralement considérées comme mineures, telles que la livraison des matériaux, l'amener-repli des matériels et l'évacuation des déblais ou des produits de démolition. Le planning de l'opération traduit sur le papier les principes définis par le responsable de travaux. Le planning chemin de fer est un bon outil d'analyse qui permet de visualiser de façon simple l'évolution du chantier et d'anticiper la gestion des flux. Le principe est le suivant. Dans les travaux publics, les chantiers sont bien souvent linéaires. Ils ont une origine, une fin et des points singuliers de proche en proche, traversées de routes, intersections de réseaux par exemple. Le planning prend alors la forme d'un graphique où les points métriques sont en abscisse et le temps en ordonnée. On représente donc une activité donnée par une barre qui symbolise à la fois sa progression géographique et le temps passé. Le rendement, plus ou moins élevé, est donné en lecture directe par la pente de la droite. Les travaux fixes sont représentés par un trait vertical. Lorsque les fils se touchent, il y a surchauffe liée à la coactivité. Attention, danger. Revenons à notre chantier. On a commencé par les piquages en pluvial, sorti les tranchées et remblayé à l'avancement pour éviter tout risque de chute de riverains et puis d'avoir un chantier propre en visuel. Par la suite, on est parti sur la pose des bordures, donc essentiellement les bordures granit qui délimitent la voie principale. Et ensuite, on posera les bordures P1 qui délimitent les piétonniers. Et on enchaînera sur l'empierrement des trottoirs. Les enrobés, donc le revêtement de chaussée des trottoirs. Et on finira par de la bordure collée, la bordure chasse-roue collée sur l'enrobé qui est sur une partie bien définie du chantier. Les travaux à réaliser peuvent donc être schématisés comme ceci. On n'oublie pas de reporter la zone d'installation de chantier, la zone de stockage principale, les sens de circulation, les points d'entrée et de sortie, ainsi que le cul-de-sac sur une des voies liées à la présence d'un petit ouvrage limitant le tonnage et la largeur. On distingue deux secteurs d'intervention repérés, un en rouge et deux en vert. Le schéma, une fois linéarisé, devient comme ceci.
Les premières tâches de livraison et de mise en place des bungalows de chantier sont simples à représenter. De même, pour la livraison des conduites et des matériaux de remblai à l'entrée de la zone de stockage principale. Cette livraison n'interfère pas avec le décaissement de la chaussée et l'évacuation des déblais pour réalisation de la traversée en FI 400, qui peut donc démarrer simultanément sur les secteurs 1. Sur le secteur 2, l'enchaînement des piquages FI 250 est judicieusement mené pour ne pas entraver la circulation de chantier et permettre la mise en dépôt des matériaux de tranchée sur stockage provisoire. Ces matériaux sont ensuite évacués définitivement en une seule opération. La réalisation des trottoirs sur le secteur 1, en cul-de-sac, va conduire à mettre en place une organisation différente pour éviter le croisement des engins. Tout d'abord, les bordures sont approvisionnées sur 2 stocks tampons en extrémité et en milieu de voie. Un stock tampon de matériaux de remblai est également constitué. Les travaux, à proprement parler, peuvent alors commencer par le décaissement. Les livraisons ayant été effectuées auparavant, les engins peuvent évacuer les déblais sans risque de croisement avec d'autres véhicules. Cette opération étant totalement réalisée, les toupies peuvent livrer à leur tour le béton, qui servira d'assise aux bordures. Compte tenu de leur gabarit, elles bloquent totalement l'accès à la zone 1. La pose des bordures en granit peut néanmoins démarrer sans interférence à partir du stock tampon numéro 1, puis du stock tampon numéro 2, qui avait été préalablement constitué. Idem pour le remblai des trottoirs, qui peut enclencher rapidement dès que le pose-bordure s'approvisionne à partir du 2e stock. Les 3 ateliers coulage des assises béton, pose-bordure et remblai trottoir peuvent ainsi progresser sans interférence et sans risque de superposition de tâches. De même, les travaux d'aménagement du secteur 2 peuvent se poursuivre dès que la livraison du béton d'assise des bordures est achevée. Il en va ainsi pour tout le déroulement des travaux.